Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire l'analyse linéaire d'Ophélie, un poème de Rimbaud pour l'oral du bac de français. C'est parti. Alors, tout d'abord, je t'affiche le texte que l'on va commenter ensemble qui se compose de deux diapositives. N'hésite pas à mettre sur pause pour le relire tranquillement et clique sur play dès que tu as terminé. C'est bon? Tu as terminé la lecture? Eh bien, c'est parfait. Nous allons pouvoir passer à l'introduction. Ophélie est une héroïne de la tragédie de Shakespeare intitulée Hamlet. C'est une femme qui, en proie à la folie, se noie. Cet épisode a marqué les mémoires et nombreux sont les artistes qui en proposent des représentations picturales. Rimbaud, lui, choisit de présenter cette scène en poésie. La tradition lui inspire ses créations. Ce poème, intitulé Ophélie, écrit en 1870 et publié dans les Cahiers de Douai, se compose de 9 quatrains séparés en 3 chapitres. Ophélie est présentée comme une femme en harmonie avec la nature et l'eau, comme un être surnaturel, un fantôme qui flotte à la dérive, puisque son corps noyé n'a pas été repêché. Elle s'est alors intégrée à la nature et semble arrêter le temps, créant ce faisant une pause poétique. Ainsi, il s'agira de se demander comment ce poème lyrique présente une figure emblématique de la littérature, libérée et apaisée dans la nature. Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur l'étude de la figure d'Ophélie, une femme noyée dans une nature lyrique, puis nous étudierons les références à la folie du personnage de Shakespeare. Enfin, dans un dernier temps, nous nous concentrerons sur le lien entre Ophélie et Arthur Rimbaud. Ophélie est une femme qui est noyée dans une nature très lyrique, et cela transparaît dès le début du poème, puisqu'en effet, le poème s'ouvre avec une personnification de la nature qui est présentée comme accueillante et propice au sommeil. Je cite, sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles. Donc c'est une nature qui est propice au sommeil d'Ophélie, ce qu'on verra par la suite, mais aussi au sommeil d'éléments naturels comme ici les étoiles. Nous avons par la suite une antithèse qui va mettre en valeur la jeune fille, donc Ophélie, et surtout sa pâleur, en opposant l'onde calme et noire à la blanche Ophélia. Puisqu'en effet ici, nous avons une ambiguïté. Ophélia est blanche par rapport à sa tenue, ou alors est-elle blanche parce qu'elle est pâle car morte? On peut repérer ensuite une comparaison. La blanche Ophélia flotte comme un grand lys. Cette comparaison l'associe encore une fois à la blancheur, à travers la fleur, à travers la référence à la fleur. Donc cette comparaison l'associe à la blancheur et à la nature, avec laquelle elle vit en harmonie. On repère une répétition du verbe flotter, flotte comme un grand lys, flotte très lentement, ainsi que deux adverbes, donc très lentement, et des points de suspension, ce qui marque la douceur, la lenteur du rythme, ce qui peut se traduire par une atmosphère de paix ou alors montrer l'absence de vie. Nous avons par la suite une référence fantomatique, flotte très lentement, couchée en ses longs voiles. Les longs voiles d'Ophélie peuvent évidemment rappeler la figure du fantôme, ce qui sera confirmé par la suite. La nature, dans cette strophe, est omniprésente, et les hommes sont relégués à un arrière-fond sonore, comme le montre le vers numéro 4, on entend dans les bois lointains des halalis. La seconde strophe débute par une anaphore, voici plus de 1000 ans. Cette anaphore confirme la mort d'Ophélie, et l'hyperbole plus de 1000 ans crée un effet de boucle. C'est un éternel retour du personnage d'Ophélie qui flotte depuis donc une éternité. Le cadavre est d'ailleurs personnifié puisqu'elle ne peut pas être triste, puisqu'elle est morte. Et en revanche, on comprend que l'adjectif triste ici renvoie en réalité à ses souffrances lorsqu'elle était vivante. Ophélie devient un être surnaturel, elle passe fantôme blanc. On a là une nouvelle insistance sur sa blancheur à travers l'adjectif blanc qui est encore une fois répété, mais aussi à travers la référence au fantôme et on comprend dès lors la description fantomatique. Le même modèle d'antithèse opposant blanc caractéristique d'Ophélie et noir caractéristique de l'eau se retrouve dans cette seconde strophe. Je cite
passe fantôme blanc sur le long fleuve noir. Enfin, nous pouvons constater que cette deuxième strophe se termine par un oxymore. Sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Puisqu'en effet, cet oxymore fait référence aux troubles et aux hallucinations du personnage de Shakespeare. Et nous avons également une personnification lyrique du personnage qui crée un effet de communion entre elle et entre la nature. C'est typiquement un cadre lyrique par excellence. La seconde strophe poursuit toute la personnification de la nature. Je cite: Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Nous avons là d'ailleurs une dimension érotique, puisqu'on a le verbe baiser qui est associé à une partie du corps qui n'est pas anodine, hein, ce sont les seins, c'est une partie qui est très érotisée et on a un focus corporel qui est très important, ce qui montre que la relation avec la nature est charnelle. Mais c'est aussi une relation qui est maternelle et rassurante. On peut par exemple citer le participe passé bercer qui symbolise l'enfance. Les arbres également sont personnifiés et ils sont symboliques du vent qui souffle et de la forme de leurs branches. C'est en ce sens qu'il faut interpréter la personnification. Je cite: Les saules frissonnants pleurent sur son épaule, sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Donc ici, la personnification est bien sûr en lien avec les caractéristiques constitutives des plantes. Et d'ailleurs, ces deux vers sont formés sous la forme du chiasme, puisqu'en effet, cela donne un effet d'harmonie et de cohésion à la nature, puisqu'Ophélie est entourée par des éléments de la nature qui lui rendent hommage et qui la pleurent. Nous pouvons d'ailleurs repérer des verbes qui marquent le deuil de ces éléments de la nature, ainsi que leur souffrance, pleure, s'incline, mais également soupire. La strophe qui suit commence par un paradoxe. Elle éveille parfois dans un aune qui dort. Ici, nous avons le verbe éveiller qui est un verbe qui se rapporte à la vie. Donc, en d'autres termes, c'est la femme morte qui insufflerait la vie. On repère également l'omniprésence du sommeil, qu'il soit symbolique et métaphorique ou alors réel, puisque l'aune qui dort ici est encore une référence au sommeil. De plus, Ophélie est encore montrée comme une femme en harmonie avec les plantes, mais aussi, cette fois-ci, avec les autres êtres vivants, comme par exemple les animaux. Quelques nids d'où s'échappe un petit frisson d'ailes, ici qui font évidemment référence à des oiseaux. Un chant mystérieux tombe des astres d'or. Nous avons là encore une fois une référence aux sonorités, aux sons, aux bruits, aux chants donc, mais ces sonorités sont lointaines et difficiles à cerner. Le chant est mystérieux. Et d'ailleurs, la métaphore des étoiles n'est pas anodine puisque c'est comme si les étoiles chantaient justement pour Ophélie. Nous terminons le premier chapitre de ce poème pour basculer dans un second chapitre qui va mettre en valeur la folie du personnage de Shakespeare. Le ton va changer et c'est pour ça qu'on va le comprendre. Il y a une véritable rupture. Je cite: Ô pâle Ophélia. Le changement de chapitre va évidemment de pair avec ce fameux changement de tonalité, d'où l'apostrophe lyrique que nous venons de citer, qui est à la fois un soupir mais aussi une célébration du personnage. Et on peut repérer d'ailleurs la tonalité exclamative qui marque de fortes émotions. Nous avons une comparaison, belle comme la neige, qui rappelle encore une fois sa pâleur, puisqu'elle est associée à un élément qui est extrêmement blanc. Oui, tu mourus, enfant, par un fleuve emporté. Plusieurs éléments sont intéressants dans ce vers. Tout d'abord, nous pouvons repérer le tutoiement qui crée un effet de dramatisation à travers cette adresse directe du poète qui parle directement à Ophélie. On peut également repérer l'emploi d'un verbe au passé simple, ce qui marque l'action brutale et révolue. Ophélie est déjà morte.
Donc on sort de ce cadre lent, de ce rythme paisible, pour basculer dans quelque chose de plus brutal, dans une réalité un petit peu plus violente. D'ailleurs, le poète va employer une apostrophe qui est très enfantine, enfant, et qui ici va conférer une tonalité pathétique, puisque Ophélie étant morte jeune, cela inspire la pitié. Nous avons d'ailleurs un possible hypallage. Le fleuve emporté pourrait symboliser le fait qu'elle a été emportée par un fleuve, d'où le fait qu'elle se soit noyée, ou alors le fleuve était peut-être très agité, et dans ce cas-là, c'est une personnification du fleuve dont l'agitation, la colère serait symbolisée par le participe passé emporté, ce qui justifierait également la noyade d'Ophélie. C'est que les vents tombants des grands monts de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. Les vents également sont personnifiés, et cela rappelle sa folie, puisqu'elle avait des hallucinations, elle entendait des bruits ici qui proviennent des vents. Et d'ailleurs, c'est ce que nous rappelle l'allitération en nasal, en an, qui est ici mimétique du bruit du vent. La mort n'est pas envisagée comme quelque chose de négatif, puisqu'ici elle est représentée comme une tentation, associée à une forme de libération. C'est qu'un souffle tordant ta grande chevelure à ton esprit rêveur portait d'étranges bruits. L'allitération en R, ici, confère une certaine violence au texte, ce qui va souligner le caractère malfaisant de ce souffle qui est personnifié, notamment à travers le verbe de violence, enfin plutôt le participe présent de violence tordant, ainsi que des références à la manipulation de ce souffle, portait d'étranges bruits, manipulation par ce souffle, qui fait évidemment référence également aux hallucinations. On a une forme d'harmonie et de communion entre Ophélie et la nature qui est ici personnifiée à travers la majuscule. Que ton cœur écoutait le chant de la nature, dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits. Comme si la nature était une de ses proches, était une de ses amies. On peut repérer aussi le champ lexical du son, comme le souligne le fait qu'elle hallucine et qu'elle entend des voix, ainsi qu'un parallélisme qui montre qu'il y a une véritable communication avec une nature qui est personnifiée. C'est que la voix des mères folles, immense râle, brisait ton sein d'enfant, trop humain et trop doux. Dès le début de cette strophe, nous repérons le champ lexical du bruit qui est encore une fois omniprésent, voix, immense râle, et qui est toujours symbolique de la folie et des bruits qu'elle entend. On a ensuite encore une fois un possible hypallage, puisque les mères folles pourraient symboliser les mères agitées et donc personnifiées, ou alors la folie peut peut-être caractériser le personnage d'Ophélie. Nous pouvons également repérer des verbes de violence qui sont en opposition antithétique avec la douceur, l'innocence, la jeunesse d'Ophélie. Brisait ton sein d'enfant, trop humain et trop doux. Et d'ailleurs, ce vers rappelle le vers précédent, le vent baise ses seins. Ici, les sonorités sont identiques, mais nous avons une gradation dans la violence qui va de pair avec un rythme qui va s'accélérer, créant une forme de dramatisation. Le poète fait une nouvelle fois référence à la pâleur, mais cette fois-ci, cette pâleur n'est pas associée à la mort d'Ophélie, mais au choc ressenti par Hamlet, un beau cavalier pâle. Ce choc est d'ailleurs si intense qu'il en perd la voix et la raison. Un pauvre fou s'assit muet à tes genoux, puisque la folie qui le caractérise également Ophélie, mais c'est une forme de folie qui est différente. La forte émotion, enfin, est retranscrite à travers l'intensification du rythme dans tout le poème. Ciel, amour, liberté, quel rêve, ô pauvre folle, tu te fondais à lui comme une neige au feu, tes grandes visions étranglaient ta parole, et l'infini terrible effara ton œil bleu. Cette strophe commence par une énumération des rêves d'Ophélie, ciel, amour, liberté, quel rêve. Donc sous-entendu, ces rêves sont irréalisables, d'où d'ailleurs l'apostrophe lyrique, ô pauvre folle, et la majuscule à folle, comme si la folie était tant ancrée en elle que cela devenait une partie de son identité.
Et c'est ce que confirme le verbe se fondre, ainsi que la comparaison. Tu te fondais à lui comme une neige au feu. La confusion va jusqu'à la fusion, l'indistinction entre le rêve et la femme, et c'est cela qui a causé d'ailleurs sa perte. On peut repérer ensuite un autre verbe de violence en lien avec la mort, le verbe étrangler, ce qui montre que le rêve prend l'ascendant. Ophélie, en effet, ne peut plus s'exprimer, je cite, tes grandes visions étranglaient ta parole. Enfin, la majuscule au terme infini montre que la mort est personnifiée. Et la mort est encore une fois l'objet d'une métaphore. Ephara, ton œil bleu. Enfin, le troisième morceau du poème, le troisième mini-chapitre, crée un lien entre Ophélie et Arthur Rimbaud, un lien qui est d'autant plus direct que le poète est mentionné explicitement dès le premier vers. C'est un personnage extérieur à la tragédie d'Hamlet qui apparaît ici, puisque c'est Rimbaud lui-même, à travers la référence le poète. Cela symbolise l'errance rimbaldienne, puisque Rimbaud est un poète qui se promène beaucoup dans la nature, et cette référence à Rimbaud dans une nature luxuriante et harmonieuse rappelle ses fugues et ses désirs de liberté. Et d'ailleurs, désir de liberté qui n'est pas sans rappeler le désir d'Ophélie. Donc, d'une certaine manière, si Rimbaud se mentionne, c'est aussi parce qu'il se reconnaît d'une certaine manière en le personnage d'Ophélie. D'ailleurs, nous avons cette irruption d'un personnage extérieur qui est confirmée par la présence d'un autre narrateur, entre grands guillemets, qui décrit Rimbaud, qui décrit Ophélie, puisque les paroles rapportées le sont au discours indirect à travers les subordinations dit que et que. Nous sommes d'ailleurs toujours dans une atmosphère nocturne à travers le champ lexical de la nuit, rayon des étoiles la nuit. Et en plus, nous pouvons d'ailleurs souligner encore une fois la paradoxale vie, forme de vie, de la femme qui est morte à travers les verbes d'action tu viens chercher ou encore tu cueillis, comme si elle était encore vivante. En tout cas, elle a l'air d'être encore vivante quand elle est liée à la nature. Les références au sommeil et non à la mode et non à la mort sont à interpréter sur le mode de l'euphémisme. Elle est couchée en ses longs voiles, ce qui donne, encore une fois, une impression de paix, de quiétude. Donc après le rythme très intense et la dramatisation du deuxième morceau du poème, on repart dans quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus paisible. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous pouvons repérer un effet de boucle puisque le mouvement semble être éternel. Cet effet de boucle nous rappelle le début. Je cite couchée en son long voile, la blanche Ophélia flottait comme un grand lys. Cela renvoie au début du poème qui est un début plutôt calme et paisible. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te laisse faire la conclusion de ton côté. Bon courage!